Bienvenue sur Anatio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série, sur le contrôle coercitif, nous avons abordé les notions de droit, de santé de l'adulte, les violences économiques, de la sociologie avec les tactiques des auteurs et leurs mécanismes d'occultation en justice. Pour finir, nous avons abordé l'enfant dans le contrôle coercitif avec le docteur Myriam Pearson et Madame Hélène Romano. Anatio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, avec du contenu pour sensibiliser et informer, notamment au travers de l'interview d'experts du sujet. Dans un contexte de changement de paradigme en justice, avec le développement des modes amiables, mais également le développement des pôles de violence intrafamiliale, il apparaît intéressant de revenir sur les notions de conflit versus violence et d'aborder l'enjeu de la parentalité dans un contexte de violence intrafamiliale. Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous partager l'interview réalisée avec Madame Sadlier. Madame Sadlier est docteure en psychologie clinique et psychopathologique et spécialisée sur la question des victimes de violences. Elle a été directrice du département enfants à l'Institut de victimologie de Paris. Comme très bien expliqué dans son livre « Violence conjugale, un défi pour la parentalité », nous aborderons les notions de parentalité dans un contexte de violence, de contrôle coercitif, et ce, basé sur la recherche. Nous vous proposons dans ce podcast de couvrir plusieurs points. Le premier, la différence entre conflit et violence et les critères de distinction. Le deuxième, nous ferons un zoom sur le profil des auteurs, les caractéristiques et profils des auteurs. En troisième point, nous verrons l'impact de la violence sur la coparentalité. Enfin, Anatio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quid de l'enfant dans tout cela et quid de son intérêt supérieur? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Madame Sadlier. Bonjour. Merci beaucoup pour cette interview dont l'objectif est de faire suite à une série de podcasts réalisés sur le contrôle coercitif. Une série où on a explicité la définition du contrôle coercitif, les impacts en termes de santé, les impacts également sur l'enfant, notamment avec le docteur Pearson et Madame Romano. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être plus de parler de parentalité et de replacer toujours l'enfant également au cœur du sujet. Alors, d'un point de vue parentalité, et je m'appuie beaucoup sur votre livre Violence conjugale, un défi pour la parentalité, où vous dites que dans les années 70, un modèle s'est développé, celui de la coparentalité, qui se veut en fait un modèle bienveillant pour un couple égalitaire, mais qui peut représenter un challenge dans les cas de violence. En parallèle, on sait que la loi du 4 mars 2002 affirme une exigence de la coparentalité et que dans l'article 372 du Code civil, les parents doivent exercer en commun l'autorité parentale. Du coup, une première question, ce serait déjà de revenir sur cette notion de violence versus conflit. Je vois même que dans certains pays comme le Canada, les États-Unis, on va parler de conflit au conflit, violence, et vous en parlez également dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et la différence le plus simple entre conflit et violence, c'est quel est le système de prise de décision. Dans un système conflictuel, et on peut tous et toutes avoir des conflits avec nos partenaires, au travail, avec nos collègues, et on est plutôt dans un système de prise de décision démocratique. Chacun peut exprimer son point de vue et parfois on peut négocier en accord entre nous et parfois nous sommes simplement en accord pour être en désaccord. C'est un peu comme être à l'Assemblée nationale, si on pense plutôt en sciences politiques, sur un système démocratique, parfois les partis ne sont pas d'accord et parfois ils arrivent à négocier quelque chose pour une loi et parfois ils sont simplement en désaccord pour être en accord. Mais personne n'est terrifié par l'autre. Dans un système, on peut avoir dans ça un système de haut conflit, c'est clair que ces deux parties ne vont jamais être d'accord. Ils vont avoir des
posture complètement opposée. Et peut-être ils vont pas déjeuner ensemble tranquillement. Donc voilà, c'est possible. Dans une situation où on est plutôt en violence, on est dans un système de prise de décision de type dictatorial et dans lequel c'est une personne qui va se positionner en position haute, qui va exiger que les décisions vont dans son sens, soit de façon implicite et soit de façon explicite. Et l'autre personne qui est en bas va suivre pour essayer de se protéger des représailles ou sinon va tenter de sortir de la relation. Donc, on peut penser à tout système dictatorial et quand un peuple se soulève et dit on n'est pas d'accord, et généralement, les dictateurs ne vont pas venir négocier avec le peuple. Ils vont utiliser des méthodes qu'on appelle contrôle coercitif, aussi au niveau sciences politiques, pour essayer de maintenir le pouvoir et taire les voix qui sont en opposition et veulent négocier quelque chose. Ça a une implication assez importante pour la question de violence dans les couples, parce que c'est la question toujours de faire des diagnostics différentiels. Est-ce qu'il y a un conflit de couple? Et donc, est-ce qu'une négociation pourrait être possible? Ou est-ce qu'on est en violence dans le couple, système dictatorial, négociation ne sera pas possible et donc coparentalité ne sera pas possible. Parce que coparentalité que j'adore est basée sur un système démocratique de prise de décision. Oui, donc en fait, vous évoquez le système. Soit on est sur un système horizontal, on n'est pas d'accord et il y a du conflit et on vient et on se met d'accord. Soit on est sur du vertical et là, on est dans le registre de la violence. Et là, vous dites, la négociation n'est pas possible. Donc il y a une des personnes dans le couple qui va vouloir justement avoir un avis, prendre position et ça va faire réagir l'autre. On est dans un système vertical et du coup, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de celui qui est dans la position dominante? Sur celui qui est dans la position haute ou dominante ou dictatoriale, quand la personne en position basse va exprimer un point de vue différent, ne va pas dans son sens, ça va activer plusieurs choses chez la personne dominante. On Oui. voit dans toute la recherche en criminologie que les auteurs de violences dans le couple ont tendance à avoir certains traits de la personnalité qui va faire en sorte que la négociation est difficile pour eux. Et ils ont tendance à être assez égocentrés. Le monde tourne autour de moi, mes envies, mes besoins. Donc, ils ont beaucoup de mal à pouvoir entendre ou accepter que l'autre personne, que ce soit le partenaire ou même l'enfant, a un point de vue, des envies ou des besoins différents des miennes, si je suis l'auteur. Et ils ont tendance aussi à être assez fusionnels. Les partenaires et les enfants sont des extensions de moi. Et on pourrait dire la même chose dans leur travail. Mon équipe, c'est une extension de moi. Et donc, ce qui est bon pour moi est bon pour eux. Donc, tout mouvement d'altérité, différenciation va être compliqué pour eux, va les angoisser. Et ils ont souvent besoin de contrôle et de maîtrise des situations. Ça peut être sur des dosages différents. Et donc, encore, s'ils sentent qu'ils perdent contrôle, perdent maîtrise, ça va les angoisser. Et le simple fait que l'autre personne dit je suis pas d'accord va venir attaquer contrôle et maîtrise. Et ils ont ce qu'on appelle un locus du contrôle externe qui veut dire à la base, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Et si on l'applique à violence dans les couples, c'est comme en maltraitance infantile, ça va être l'autre personne l'a cherché. Et j'ai eu une réaction parce que l'autre personne m'a poussé à la voir. Donc, je ne suis pas responsable de ce que je fais. Et alors, en effet, quelqu'un peut faire en sorte que je suis activé sur une émotion, mais finalement, à la fin de la journée, c'est moi qui est responsable de qu'est-ce que j'ai fait avec cet état émotionnel. Et dernièrement, on va voir que les auteurs ont beaucoup du mal avec la frustration. Ils ont une seuil de tolérance faible à la frustration, sont rapidement frustrés. Donc, quelque part, ça peut être quelqu'un qui fonctionne très bien socialement, mais a une grande immaturité psychologique. Parce que quand je dis quelqu'un fusionnel, égocentré, besoin de maîtrise et de contrôle, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, et j'ai du mal avec la frustration, c'est un peu les fonctionnements qu'on a chez les enfants qui ont entre 3 et 5 ans. Mais maintenant, c'est dans le corps de quelqu'un qui a 30, 40 ou 50 ans. Et ces traits de personnalité, ça, c'est un point très important. Et ça, c'est structurel chez les gens. On peut faire toute la thérapie, tout le travail qu'on veut autour. On ne va pas changer les traits de personnalité. Si la personne est motivée,
et pour essayer de les manager ou les gérer différemment, on peut travailler sur la gestion de ces traits, mais on ne va pas effacer les traits. Donc c'est structurel, c'est dans la personnalité. Si la personne veut, on peut travailler certains aspects, mais on ne va pas changer la personnalité. Oui, comme on dit en français, chasser les naturels, ils reviennent au galop. Oui, Et c'est cette idée, naturellement, j'ai besoin du contrôle, j'ai besoin de maîtrise. Naturellement, je ne pense pas autant aux besoins des autres. Je filtre tout par rapport à mes besoins, mes émotions. Naturellement, j'ai du mal avec la frustration. Naturellement, je vais dire, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Donc, aidez-moi à gérer ces traits différemment. Et donc, ça peut impliquer beaucoup de changements contextuels oui, pour eux et si on va faire un travail de type thérapeutique ou accompagnement, et on est sur des travails qui sont spécialisés par rapport à ça. Et avec beaucoup de ce qu'on appelle contrôle social externe, mettez-moi des barrières et des limites externes. Donc, souvent, ça va être sur une contrainte juridique et pour que je ne vais pas dans le monde naturel. Par ok. exemple, une ordonnance de protection, non, je ne peux pas avoir la victime. Les communications doivent se faire par écrit, par exemple, ou voilà. Très clair, oui. Alors, on va y revenir quand on va parler de parentalité. Alors, sur les profils des agresseurs sont très clairs. Vous évoquez dans votre livre trois groupes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ces trois groupes sont des composites des diverses recherches sur les typologies des auteurs. Et, et je sais qu'il y a des autres collègues en France qui ont parlé aussi des trois groupes, ils les ont nommés un peu différemment. Et dans les trois groupes, ben, c'est aussi toute la question de quel type de programme ou quel type d'intervention on va faire Oui, autour notamment de la parentalité. Et on a un groupe c'est un groupe qui est plus facile à travailler avec, qui a tous ces traits dans une dosage peut-être différente des deux autres groupes suivantes. Mais cette première groupe-là, environ 20% à la louche des auteurs, ils ont une capacité de comprendre ce que je fais, c'est pas bien, j'ai un problème. J'ai besoin de pouvoir manager, gérer différemment. Et souvent, ils sont très demandeurs de l'aide autour de ça. Donc, c'est quelqu'un qui, s'il est en ordonnance de protection, va dire, OK, je comprends pourquoi. Et je comprends que c'est une mauvaise idée pour moi d'aller à la kermesse parce que je vais voir l'ex-conjointe. Donc, si je vois mon enfant en droit de visite libre, il faut mieux qu'il y ait une passation qui n'est pas en direct. mm, Donc, comprendre la logique de la chose. Ça ne veut pas dire que tous les traits sont effacés, mais est plus dans une optique de pouvoir les gérer, les manager avec de l'aide. Deuxième groupe, c'est environ 50 à 60% des auteurs. Cette groupe-là est plutôt marqué par une idée de c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. On devrait savoir que je m'énerve facilement. Donc, plutôt que moi gérer les contextes, je demande que les contextes se modifient, qu'on ne me dérange pas. Et cet auteur-là est très labile, très changeant dans son état émotionnel. Et au niveau de la parentalité, par exemple, et un jour peut être d'accord pour quelque chose. Et si le lendemain, ça lui gêne pour la raison que ça soit, et va revenir sur un accord qu'il avait fait initialement. Et cet auteur-là, on sait que les seules choses qui fonctionnent avec lui, c'est contrôle social externe plutôt fort et des obligations des points de vue juridiques et judiciaires, parce qu'il fonctionne à l'idée un peu des carottes et les bâtons. Donc, si j'ai un comportement adapté, j'ai une ouverture de certains droits. Si j'ai un comportement inadapté, il faut qu'il y ait une conséquence immédiate. Autrement, je vais sentir, voilà, je peux glisser entre ouais, les les mailles maillots, du un filet. peu comme les préados. Oui, D'accord. voilà. Si on a des préados, un peu comme les préados. Ok. Et un dernier groupe, qui c'est le dernier 20 et a tous les traits de personnalité, mais a un certain plaisir dans la manipulation. Donc, va toujours trouver les failles du système. Souvent, cet auteur-là présente très, très bien et très incapacité à s'adapter au contexte de l'interlocuteur face à lui. Et cet auteur-là va trouver toujours comment gagner. Et il trouve que la loi et les normes de la société, ça s'applique à des petites personnes, mais pas à lui. Et là, on a une grande difficulté au niveau de la parentalité, et parce que et pour les enfants, par exemple, ça va être l'idée, ils gagnent toujours. Donc, il faut mieux que
je deviens son allié ou je deviens comme lui. Un peu comme si on avait un harceleur scolaire qui gagne toujours, qui passe toujours entre les maillons et les enfants, certains enfants peuvent dire, il faut mieux que je me rallie à lui plutôt que de me trouver moi victime de harcèlement. D'accord. Donc le premier groupe, à peu près 20% des auteurs, il comprend, il a une capacité à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien. Le deuxième, 50 à 60% des auteurs, il est plus dans une approche, c'est pas ma faute. Mais voilà, il a besoin de contrôle social externe, vous disiez. Et le dernier groupe, en revanche, les 20%, ils utilisent beaucoup la manipulation. Ils sont plus difficiles à détecter parce qu'ils vont trouver les failles du système et ils vont vouloir se positionner au-dessus de la loi. Oui. Mhm. Et donc pour ce groupe-là, que faire du coup? Alors, ces groupes-là, il y a des collègues en criminologie qui vont dire, ben là, au niveau de la question de parentalité, que là, il n'y a rien qu'on peut faire. Contrôle social ne va pas fonctionner, comme avec mon deuxième groupe. Et contrôle social et demande de l'aide et compréhension ne va pas fonctionner comme avec le premier groupe. Donc, il y a des collègues en criminologie qui vont dire, lui, cet auteur-là, on est plutôt sur une déchéance de l'autorité parentale et on arrête les droits de visite. Et parce que cette personne va toujours trouver des failles dans le système. Hmm. Juste avant d'aller sur la notion d'autorité parentale, pour revenir sur les critères que vous avez évoqués, basés sur la recherche, et qui permettent de distinguer les auteurs de violences et ces trois groupes, nous avons évoqué la capacité de la personne à négocier. Nous avons évoqué également les traits de personnalité des auteurs qui passent par l'égocentrisme, l'aspect fusionnel, le besoin de contrôle et maîtrise, le locus contrôle externe, c'est-à-dire le fait de dire c'est pas ma faute, et enfin le seuil de tolérance à la frustration. Quels sont les autres moyens de les détecter, s'il vous plaît? Alors, pour la détection de ces profils de personnalité, on est sur toute la difficulté ces personnes peuvent présenter très bien sur des courtes instances, par exemple une audition, une expertise qui pourrait durer 1 heure ou 2 heures, peuvent s'éteindre, mais on est plus dans la question des éléments longitudinaux leur concernant. Et on est sur les détections s'il y a donc ce qu'on appelle pas juste des traits de personnalité, mais des troubles de la personnalité, notamment les troubles cluster B. Et pour les psychologues et les psychiatres. Et pour détecter un trouble de personnalité ou des traits, j'ai besoin de pouvoir voir la personne plusieurs fois et dans des contextes qui sont aussi frustrants ou anxiogènes pour lui et voir comment la personne va réagir. Après, on a aussi des éléments psychométriques qui peuvent être Oui, intéressants, comme le MPI, ou voilà, il y a divers et variés. Mais l'idée d'une évaluation de personnalité sur 30 minutes ou sur 1 heure ne va ça pas être suffit pas. suffisante. Hmm. Ok, donc c'est dans le temps, comme... Oui. Et je comprends que ça implique aussi une difficulté, si on parle de la justice, pour la justice, la difficulté de trouver des experts qui sont aussi spécialisés dans les troubles de la personnalité et dans les contextes spécifiques des violences, que ça peut être violence dans le couple, comme maltraitance, comme voilà, des profils auteurs, parce que vous savez comme moi, une fois qu'on est expert, on est expert en tout Hmm. même si on n'a jamais été confronté à ce type de problématique. Hmm. Quand on parle de ces différents traits de personnalité ou voire troubles de la personnalité, il peut y avoir un autre élément qui peut créer la confusion, c'est si la personne a une tendance à utiliser des produits, des drogues, de l'alcool. Et parfois, il y a l'idée que si en effet la personne a une addiction, que si la personne est soignée pour l'addiction, les traits ou troubles de la personnalité vont disparaître. Ce qui est aussi en clinique, ça fonctionne pas comme ça. Et les addictions vont venir aggraver Hmm. les traits ou troubles de la personnalité. Et, et si la personne devient abstinente, c'est une très bonne chose, ça nous donne plus de marge pour pouvoir travailler, mais ça ne veut pas dire que les traits vont disparaître. Ça veut dire simplement qu'on aura moins d'impulsivité par rapport à des actes de violence ou des comportements violents. Et il y a des études plutôt des Royaume-Uni qui démontrent que les auteurs, quand ils deviennent abstinents, ça améliore les choses, mais il y a toujours une tendance à la violence, à cette posture dictatoriale. Oui.
Parfait, merci beaucoup. Alors, revenons sur la notion de violence et coparentalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, j'aime beaucoup les concepts de coparentalité dans des contextes qui sont démocratiques. Oui. Parce que c'est à la base un concept et avec l'idée que les deux parents ont les droits de prendre des décisions ensemble, donc de négocier des décisions ensemble pour l'enfant. Et quand on est dans un contexte dictatorial, donc contrôle coercitif, violence dans le couple, ça devient illusoire. Et parce que je ne vois pas comment, dans un système dictatorial, on peut négocier et prendre une décision ensemble. En plus, les traits de personnalité chez l'auteur sont des traits qui complexifient pour lui l'idée de pouvoir prendre une décision avec une autre personne. Il a un problème de décision, il a un problème de pouvoir. Et autorité parentale conjointe et peut devenir à ce moment-là une ouverture pour continuer à exercer contrôle coercitif, violence, parce qu'on ne peut pas négocier. Et une des manières que je les vois, comment ça peut être perverti par des auteurs, et c'est par les droits de veto. C'est une bonne idée que l'enfant voit un psy, ou c'est une bonne idée pour l'enfant de faire escalade et que, je sais pas, ça lui plaît, et les entraînements sont 3 fois par semaine, mais que l'auteur va dire soit non, pas de psy, pas de thérapeute, ou pas d'escalade, en tout cas pas sur mon temps de droit de visite, donc l'enfant ne peut pas avancer en escalade. Donc, c'est le droit de veto souvent qui va être mis en exergue. Oui, besoin de pouvoir et de Oui, dominer. Oui, donc c'est des questions concernant les soins, le rythme de vie, les activités. oui. Et c'est pas uniquement une question des besoins de dominer, c'est aussi une question de est-ce que je peux distinguer mes besoins et les besoins de l'enfant. Peut-être l'enfant a, peut-être moi, j'ai pas besoin, je sens que moi, j'ai pas besoin de voir un thérapeute, j'ai pas besoin d'un accompagnement et je comprends pas que mon enfant ressent des émotions parce que moi, je les ressens pas et de la même façon. Et donc, pourquoi mon enfant aurait besoin de quelque chose que j'ai pas besoin? Moi, j'aime pas l'escalade, mais mon enfant adore. Et donc, pourquoi est-ce que je dois donner du temps sur mon temps avec l'enfant pour que l'enfant fasse une activité qui lui fasse du bien? Oui, oui, donc il ne distingue pas l'autre en fait. Du coup, en termes de coparentalité, dans un contexte de violence, vous disiez, ça devient illusoire. Alors, que disent les recherches en ce qui concerne l'autorité parentale pour ces trois profils, s'il vous plaît? Faisons dans l'ordre des Ouais. gravités. Dans le dernier profil, l'idée serait là, c'est pas du tout possible de négocier. Et en plus, cette personne est délétère pour l'enfant, pour sa construction à lui, parce que c'est une personne qui va et, positionner l'idée pour l'enfant que je gagne toujours. Donc, il faut mieux être comme moi ou être mon allié. Donc, les bras droits du dictateur, ou devenir l'enfant lui-même, grandir pour devenir un dictateur. Et donc, l'idée là, aussi pour la construction de l'enfant et pour l'exercice de la parentalité, c'est la déchéance et on arrête les droits de visite. Oui. Et après, quand l'enfant a 18 ans, si l'enfant, maintenant beaucoup plus construit, équipé, armé, souhaite rencontrer les parents, ça appartient à l'enfant. Mais l'enfant est déjà beaucoup plus équipé et armé pour pouvoir les faire. Et dans les groupes au milieu, Oui. les groupes qui est très immature, les groupes qui, les droits externes à moi, c'est pas ma faute. Et l'idée chez les criminologues, c'est plutôt une autorité parentale exclusive pour la victime et comme vous savez, autorité parentale n'a rien à voir avec droit de visite. Je peux Oui. ne pas avoir l'autorité parentale qui a un pouvoir de décision, mais je peux toujours voir mon enfant. Et donc, l'idée là, c'est que les droits de visite soient exercés en présence d'un tierce. Et de préférence une tierce professionnelle et pour aider l'enfant à se sentir plus en sécurité et aider les parents en donnant un cadre externe, de contrôle social externe. Et dans les premiers groupes, on peut imaginer une autorité parentale et conjointe et un droit de visite pour ces parents, mais l'idée, c'est de focaliser beaucoup plus sur ce qu'on appelle parentalité en parallèle, c'est-à-dire les deux membres du couple ne se voient pas pour négocier des décisions concernant les enfants, et plutôt tout se fait par un moyen écrit ou distanciel, qui permet aussi à l'auteur
qui, on espère, est en train d'être accompagné, travailler avec quelqu'un, de ne pas réagir tout de suite impulsivement par rapport à je sens que je n'ai pas du contrôle, et mon ex demande quelque chose que c'est pas ça que je voulais, comme par exemple que l'enfant fasse une activité sportive sur son temps de droit de visite, mais qu'on peut ralentir. Et et pour cette première groupe, et ceux qui peuvent comprendre qu'ils sont en difficulté et toutes les choses qui peuvent s'activer, comme voir l'ex-conjoint d'une manière plutôt différée. Par exemple, il faut mieux que cet auteur-là récupère les enfants à l'école vendredi, il les dépose Oui, lundi matin et qu'il y ait une tierce personne pour faire la passation pour et l'enfant. pendant les vacances scolaires. Ouais. Mhm. D'accord, très clair. Merci pour ces éléments sur l'exercice donc de la parentalité selon ces trois groupes. Anatio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. On a déjà quand même commencé à évoquer, mais comment mettre l'enfant en sécurité dans le cadre de ces violences? Parce que vous disiez dans votre livre qu'il y a des méta-analyses qui montrent que 40% des enfants sont eux-mêmes maltraités. On sait également aujourd'hui qu'un enfant, même témoin, est également un enfant victime. Alors, comment le mettre en sécurité? D'autant qu'il y a cette notion, alors on en parlait plus avec Madame Romano, où il y a tendance à dire il faut restaurer le lien, mais quand on est dans une relation verticale d'un parent avec un enfant, ben, on est dans de la violence. Et du coup, comment, pour vous, pourrions-nous mettre l'enfant en sécurité? Déjà, il y a une question de l'évaluation. Est-ce que l'enfant est aussi victime de violences physiques, violences sexuelles de la part de l'auteur? Parce en effet, on a, selon les méta-analyses, entre 40 et 60% des enfants qui subissent aussi des maltraitances physiques de la part de l'auteur. Donc ça, c'est déjà une évaluation à faire. Et 6,5 fois plus de risques de violences sexuelles sur ces enfants et de la part de l'auteur, que ce soit son parent biologique ou un beau-parent. La difficulté là, sur ces évaluations de maltraitance plus facilement objectivisables, physiques et sexuelles sur les enfants, c'est si les droits de visite continuent. Oui, Et pour l'enfant, ça peut être la crainte de représailles. oui. Et lors d'une prochaine visite avec les parents, surtout si la visite est libre. Et les violences psychologiques sont très présentes en violence dans le couple et donc celles-là sont beaucoup plus difficiles à objectiver, évidemment. Oui, Mais par exemple, en Belgique, il y a un marché en Panem et un lieu qui s'appelle la Clinique Julienne qui travaille avec les enfants et avec les parents visiteurs. Et ils font 8 à 10 séances en individuel avec l'enfant. Si l'enfant a peur, c'est le premier critère, est-ce que l'enfant a peur de voir les parents? Pour essayer de comprendre avec l'enfant quelle est la situation. 8 à 10 séances avec les parents visiteurs en séparé avant même de décider est-ce qu'on peut les mettre en contact ou pas. d'accord. Et là, on arrive à cette distinction entre les contacts et les liens. Et c'est pas une question de restaurer du lien. Les liens, elle est là, quoi que ça soit, même si je vois pas les parents. Et les liens, c'est pas quelque chose bisounours. Les liens, c'est ce qu'on appelle les modes d'attachement. Oui, Et les modes d'attachement va être difficiles à modifier si on a un parent qui a les traits de personnalité dont on avait parlé, sauf si on a le premier groupe. Et cette mode d'attachement, on va voir que les auteurs ont tendance à avoir ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Désorganisé, ça va être compliqué de les bouger. Parfois, on peut bouger un peu, mais il va falloir encore beaucoup de contrôle social externe autour. Et si les parents ont plutôt un mode d'attachement insécure, bon, il y a une partie des auteurs qui ont ça, là, on peut les bouger un peu plus. Mais ça, c'est une autre question quand on est en train de parler des les mises en contact pour continuer à alimenter les liens ou les modes d'attachement entre un parent auteur et son enfant. Quel, quel type d'attachement il y a? Et ça sont des évaluations aussi sur l'attachement. oui. Donc, premier point, vous disiez, l'enfant est-il également victime? Et donc, évaluer ça. La clinique du lien, comme ça se fait en Belgique. Évaluer le type d'attachement. Est-ce qu'on est dans un attachement désorganisé, auquel cas on ne peut pas trop faire bouger, ou un attachement insécure? Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments pour mettre l'enfant en sécurité? Une des autres, c'est la question des tierces personnes sur lesquelles l'enfant peut s'appuyer, parce que les enfants peuvent se trouver d'abord dans un conflit de protection, pas un conflit de loyauté, mais un conflit de protection. Qui faut-il protéger?
Mm. C'est pas une question de loyauté qui est-ce que j'aime plus. L'enfant peut aimer les deux parents. Mais est-ce qu'il faut que je protège quelqu'un? Les parents victimes, moi-même, les parents auteurs. Et l'enfant peut se trouver dans des situations où quoi qu'il fasse, c'est pas bon. C'est paradoxal et ça crée beaucoup de détresse. Un des exemples les plus simples sur un conflit de protection, c'est si les parents auteurs, lors d'une droit de visite, ça peut être un espace rencontre, hors présence d'une tierce, ou en visite libre, pose des questions à l'enfant concernant la vie actuelle de l'ex-conjointe. Et ça aussi, on a plusieurs études canadiennes qui nous montrent que les auteurs ont tendance à poser beaucoup de questions concernant la vie autonome maintenant de l'ex-conjointe et ça met l'enfant dans un conflit de protection. Si je donne les informations, est-ce que je mets les parents victimes en danger? Par exemple, que le parent auteur va la localiser. Et si je donne pas les informations, même si moi-même j'ai jamais vécu des violences physiques de la part de l'auteur, je sais que j'ai un parent qui est frustré facilement et il a envie de cette information. Est-ce que je suis en danger moi-même? Donc, à pouvoir avoir des tierces personnes autour et avec lesquelles soit peuvent intervenir sur les moments. Ça, c'est pas une question à poser, ça met votre enfant en difficulté. Et ça n'a rien à voir avec votre relation, vous deux, ou bien des personnes à qui l'enfant peut signaler si ça s'est arrivé lors d'une visite libre, par exemple. Ça, c'est un soutien pour l'enfant. Et après, on voit avec le temps si on a un auteur qui arrive à arrêter de poser de telles questions ou faire de tels commentaires ou faire des commentaires désobligeants concernant les parents victimes, que tout ça met l'enfant en difficulté. Oui. Le suivi thérapeutique de l'enfant peut être aidant pour ça encore avec des thérapeutes qui sont d'accord pour pouvoir partager les informations avec soit les instances judiciaires, soit des collègues, par exemple dans une AMO, etc., par rapport à qu'est-ce qui est en train de se passer pour l'enfant et qu'on n'est pas sur une notion des secrets professionnels qui Mm. empêche de pouvoir donner des éléments et pour permettre la sécurité de l'enfant. Là aussi, on arrive à la question de l'autorité parentale. Et parce que si l'auteur se sent visé dans ses communications, l'auteur a le droit d'arrêter le suivi de l'enfant. Mm. Oui, et Donc, alors, oui, oui. Et c'est là où je crois vous évoquiez le modèle suédois où on a d'office un suivi qui est permis pour l'enfant. oui, oui, quoi que soit la position de détenteur de l'autorité parentale et que c'est les professionnels qui voient l'enfant puissent communiquer avec les autres instances et protection de l'enfance ou les instances judiciaires. D'accord. Donc, une tierce personne sur laquelle l'enfant pourra s'appuyer et qui est présente quand il y a une visite avec le parent auteur et un suivi thérapeutique pour l'enfant, dans l'idéal, avec la difficulté qu'en France, l'auteur peut refuser. Après, on peut s'en remettre au juge pour demander à ce qu'il y ait un suivi thérapeutique. Est-ce que vous voyez d'autres points pour le mettre en sécurité? Je pense que et sur la question des contacts avec les parents auteurs, on revient aussi à la question des espaces rencontres. Et pour les espaces rencontres, il y a plein de types de situations qui arrivent. Souvent, on va se trouver plutôt dans une salle et avec des autres familles qui sont en train de recevoir leurs enfants. Et donc, les professionnels ne peuvent pas être présents dans chaque visite. Oui. Et donc, c'est la question de cette présence continue d'un tierce, mais une tierce qui est aussi formée à toutes les spécificités des contrôles coercitifs et aussi à la spécificité des troubles psychotraumatiques chez les enfants. Parce que les enfants en violence dans le couple ont une forte risque de présenter des troubles psychotraumatiques qui peuvent être dissociés pendant la visite. Donc, ça semble bien se passer, mais en réalité, ça se passe très mal. L'enfant n'est pas là. Il est un peu un robot automatique. Ou bien, et de savoir que l'enfant peut être dans un évitement traumatique. Par exemple, peut avoir peur de voir les parents auteurs. Ils peuvent ne pas vouloir entrer dans la visite et que ça, c'est spécifique à lui. C'est pas nécessairement l'angoisse du parent hébergeant. Ça peut être là aussi, mais ça peut être spécifiquement un évitement traumatique. Oui, et puis tous les flashbacks qu'il peut y avoir. Alors une question, Oui, est-ce que il pourrait y avoir un point qui est de l'entendre et de savoir se mettre à son niveau et savoir qu'est-ce qu'il veut lui en tant qu'enfant, tout simplement? exactement. Et savoir qu'est-ce que lui il veut en tant qu'enfant et s'il y a des choses qui lui font peur et si il est activé simplement
des points de vue post-traumatiques par le fait de voir les parents en question, si ça fait en sorte qu'ils commencent à avoir des pensées intrusives, des cauchemars, et des incompressibles, des énorésies avant et après. Je dis pas que que c'est complètement séparé de si l'autre parent est angoissé par la visite, le parent hébergeant. Bien sûr, ça peut être présent, mais plusieurs de ces signes ou ces symptômes peuvent être spécifiques à l'enfant sur l'idée d'être de nouveau confronté à un parent qu'ils ont vécu comme étant violent et imprévisible. C'est très très clair. Merci pour ces éléments en ce qui concerne l'enfant et l'ensemble de l'interview. Et alors, est-ce que vous auriez un mot de la fin, s'il vous plaît? Il faut penser que l'enfant est un sujet et pas un objet au niveau de l'autorité parentale. Et en tant que sujet, il faut entendre s'il a peur, s'il a un mal-être, les laisser se construire. Et s'il veut reprendre les contacts avec les parents violents dans l'avenir, voir comment pouvoir l'organiser. Mais s'il a trop peur, il est trop activé, permettre aussi qu'il puisse avoir une pause et se reposer et se construire. Et en effet, penser que l'enfant est un sujet avant tout et se mettre à hauteur de l'enfant pour l'entendre dans ce dont il a besoin. Parfait. Merci beaucoup, Madame Je Sali. vous en prie, merci beaucoup à vous. Merci à Madame Sadlier pour la qualité de ce témoignage et son expertise sur le sujet. Je vous invite pour aller plus loin à aller découvrir son livre Violence conjugale, un défi pour la parentalité. Merci à tous pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite dans une approche pluridisciplinaire. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts sur la série du contrôle coercitif. N'hésitez pas également à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez retrouver le podcast Anasio sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. À bientôt!